Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième temps de cet après-midi consacré à l'engagement des étrangers dans la résistance durant l'occupation allemande de la France. Je rappelle ici que ce cycle de rencontres est donc organisé dans un double cadre, celui de l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian et celui de la nouvelle exposition du mémorial des étrangers dans la résistance en France, dont le commissariat scientifique a été assuré par Denis Péchanski et René Poznański. Alors, au-delà du symbole représenté par la panthéonisation de Missak Manouchian, ce cycle de rencontres vise à éclairer l'histoire et la trajectoire de celles et ceux qui se sont engagés au sein des FTP et MOI, FTP et MOI pour francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui étaient des groupes qui ont donc été créés en avril 1942 par le Parti communiste français. Et l'idée est également de sonder la diversité des raisons de leur engagement, sachant que certains d'entre eux, nous l'avons vu jeudi dernier en parlant de la guerre civile espagnole, avaient déjà une longue expérience du combat antifasciste avant de s'engager contre les nazis et contre Vichy. Alors, 3 ouvrages vont servir de base, de socle à cette discussion. Il s'agit de l'ouvrage écrit à 4 mains par Dimitri Manésis et Jean Vigreux, Rino Della Negra, footballeur et partisan, publié aux éditions Libertalia. Le livre publié par Marie-Florence Hérec, qui devrait nous rejoindre, qui est prévu sur le plateau, donc qui va arriver, j'imagine. Olga Banchik, une jeune mère dans la résistance, publiée aux éditions Oscar. Et enfin, la bande dessinée commise par le trio formé par Tal Broutmann, FX et Antoine Grande, qui s'intitule donc Du sang dans la clairière, Mont Valérien 1941-1944, et qui a été publié aux éditions Ouest France. Et dont l'un des personnages principaux est Marcel Reymann. Et donc, à travers Olga Banchik, juive roumaine, Marcel Reymann, juif polonais, et Rino Della Negra, né en France de parents italiens, l'objectif de cette rencontre est donc de discuter de parcours complexes et pluriels de celles et ceux qui ont choisi de sacrifier leur vie pour libérer la France des nazis et de Vichy, et qui ont pendant longtemps été oubliés par la République. Et c'est donc l'historien André Loès, qui est historien et producteur du podcast Parole d'Histoire, qui va donc animer cette rencontre. Et à la fin de la discussion, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos invités et de vous procurer les livres pour les faire signer par leurs auteurs avec un dessin donc, de FX. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup à Julie Mec et au Mémorial et aux auteurs qui sont présents à cette tribune, à vous qui êtes là dans la salle. On a un micro de plus. Donc, je suis très heureux d'animer cette rencontre où on va effectivement chercher à présenter des individus et en même temps à penser ce qui les relie dans un collectif, des FTP-MOI, ce qui fait qu'ils participent à une lutte commune et en même temps leurs identités singulières. Donc, on va les évoquer successivement. Bonjour. Merci à Marie-Florence Hérec de nous rejoindre. On va les évoquer successivement, peut-être avec une première série de questions toutes simples, parce que tout le monde ne connaît pas, en tout cas pas parfaitement, Marcel Reymann, Olga Banchik, Rino Della Negra. Du coup, si je me tourne vers Antoine Grande, donc l'un des 3 auteurs de la bande dessinée, Du sang dans la clairière, qui était Marcel Reymann, qui est une figure emblématique de ce groupe des FTP-MOI. Alors Marcel Reymann est un jeune juif immigré de Pologne qui habite rue des Immeubles Industriels. C'est un parcours qu'on a choisi de suivre, à la fois parce que c'est une figure certes connue et donc qui
qui était une porte d'entrée intéressante pour comprendre un aspect spécifique de ces engagements d'immigrés. Ensuite, et je pense que peut-être tu reviendras dessus sur la notion d'étrangers immigrés, justement, hein, qui autour de Marcel Reymann est une question vraiment intéressante. D'ailleurs, avec le passage de la main-d'œuvre étrangère à la main-d'œuvre immigrée, ça dit des choses et je pense qu'il faut se méfier de l'usage de certains termes. Marcel Reymann, c'est à la fois une jeunesse ouvrière, une jeunesse de jeunes Parisiens. D'ailleurs, on a eu de nombreuses discussions au moment de la sortie de la bande dessinée. Certains nous reprochant de ne pas donner à Marcel Reymann un accent assez yiddishophone dans la bande dessinée. Sauf que si on devait y réfléchir un petit peu, l'accent de Marcel Reymann, c'est un accent de Titi parisien. Et donc, c'est à travers lui la question de ces complexités des identités. Marcel Reymann, il entre en résistance, il est en clandestinité dès que les structures des jeunes communistes sont en clandestinité au moment de l'interdiction du Parti communiste français. Et ça bascule vers une résistance armée après la rupture du pacte germano-soviétique. Elle se fait par le truchement d'une autre figure dont on pourrait parler et qu'on n'a sans doute pas assez évoqué, je pense, au cours des dernières semaines, qui est celle d'Henri Krasuki. Et Henri Krasuki est celui qui, au moment du déclenchement de l'entrée de ces jeunes juifs communistes, va structurer les premières organisations. Il est celui qui va commencer à militariser ces groupes de jeunes de la MOI ou de la MOI, là aussi, MOI ou MOI, selon qu'on est yiddishophone ou non, mais un vaste débat, à discussion, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'issue de cet échange. Donc on est sur un parcours d'un jeune homme né à Varsovie, qui a quelques années lorsqu'il arrive à Paris, qui est une jeunesse parisienne, qui a une éducation française, qui est un ouvrier, un militant internationaliste, et qui va rencontrer à la fois l'engagement militaire. Il est l'un des... et je pense que Jean et Dimitri en parleront aussi. Il fait partie des premiers organisateurs d'une résistance armée de ces jeunes juifs de la rue des immeubles industriels, du 10e, du 11e arrondissement jusqu'à Belleville. Et c'est quelque chose qu'on a voulu montrer dans la bande dessinée parce qu'il y a une géographie aussi, c'est une résistance urbaine et citadine qui est extrêmement importante. Mais c'est aussi à travers son parcours celui des persécutions antisémites, celui de l'arrestation de son père, puis ensuite de sa mère, de son frère Simon. Donc Marcel Reymann, à la fois un engagement extrêmement précoce, courageux, un organisateur structurant de la résistance armée de la MOI, et aussi un parcours qui permet de lire l'occupation et les premières persécutions antisémites. Quelques lignes pour présenter Marcel Reymann avec Monsieur Olga. Alors attendez, on va vous donner un micro. Comme Olga, Marcel Reymann, dit Michel, est entré dans la lutte dès les premiers jours de l'occupation, collant des affiches, participant à des manifestations illégales, barbouillant des panneaux allemands, etc. Ce jeune juif polonais est arrivé en France quand il avait 8 ans. Il en a désormais 19, mais il en paraît plutôt 16. Simon, son petit frère, en a 13. Olga ne remarque pas le jeune garçon qui traîne nonchalamment à quelques pas. Depuis que leur père a été raflé, Marcel ne veut plus que son petit frère reste à la maison sans lui. Il craint trop de ne pas le retrouver en rentrant. On dirait le poète Arthur Rimbaud, pense Olga, en regardant le jeune partisan avec sa forte tignasse, ses yeux clairs et sa bouche boudeuse. Les grenades sont cachées dans son cabas. D'un geste discret, elle les lui donne. Il les glisse sous sa veste et s'éloigne d'un pas rapide. Elle tourne le dos aussitôt. Marcel marche tranquillement à la rencontre d'une compagnie allemande. Ils se croisent devant le 47 boulevard de Charonne. Marcel jette 3 grenades l'une après l'autre, si vite que les soldats n'ont pas le temps de réagir. 2 d'entre elles éclatent, faisant plusieurs morts et blessés. Marcel vient d'effectuer sa première action. C'est la première fois qu'Olga et lui se rencontrent, mais ce ne sera pas la dernière.
Merci beaucoup. Donc, un extrait de votre livre sur Olga Bancic. Je me retourne un instant vers vous, Tel Brugman, peut-être, parce que ce qu'on vient d'entendre illustre ce mode d'action de ces jeunes gens engagés dans une forme de guérilla urbaine contre l'occupant allemand. Et Marcel Reimann est une des figures qui s'illustre particulièrement au point qu'il devient, si je ne me trompe pas, instructeur d'autres camarades. Est-ce qu'on peut dire un mot de la façon d'agir et de la difficulté aussi à agir, parce qu'on n'a pas beaucoup d'armes, parce qu'il faut agir dans l'urgence, il faut évidemment essayer de ne pas se faire prendre. Comment ça se passe, une action menée par Marcel Reimann? Alors, en fait, et la question renvoie à tout un ensemble de choses qu'on pourrait même élargir en dehors de Paris. Les FTP, MOI ou les MOI, vu que ceux-là sont yiddishophones, on va reprendre le terme qu'ils utilisent, les MOI, sont organisés en plusieurs équipes. Et en l'occurrence, Reimann est celui qui est en charge l'équipe spéciale, celle qui fait les coups de main, l'action armée à proprement parler, ceux qui font le coup de poing. Il y a les dérailleurs, il y a plusieurs équipes. Et Reimann, c'est vraiment ce qu'on appellerait les opérations commando, si on reprend un terme qui ne s'applique pas au MOI. Mais en l'occurrence, c'est sans doute un des meilleurs combattants. Mais ce qui est intéressant aussi, et Antoine l'a dit, et ça a été dit en introduction, parmi les quelques dizaines qui constituent ces FTP-MOI, il y a des anciens de l'Espagne, c'est-à-dire des gens qui sont rompus au combat, à proprement parler, et qui vont donc réinvestir leur savoir de combattant en France, alors qu'ils ont combattu 1, 2 ou 3 ans en Espagne, du côté des Républicains. Reimann, lui, a la particularité de ne pas être quelqu'un qui a été formé dans l'armée, mais qui découvre le combat quand il rentre en résistance. Ce qui déjà montre qu'il a une inclinaison particulière pour cela. Ensuite, on peut rapprocher aussi l'équipe spéciale que dirige Reimann d'autres équipes des FTP MOI, comme à Lyon ou à Grenoble, où il y a les FTP MOI Carmagnole et Liberté, ou à Toulouse avec la 37e. 35, pardon. La 35e, la 37e, ça arrive de fourcher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve régulièrement les mêmes petites équipes avec ceux qui sont chargés des coups d'éclat. Et il y a tous ceux qui, à côté de ça, participent à l'organisation avec à la fois la logistique, le renseignement. Il faut vraiment comprendre que si on prend Reimann, qui est une figure emblématique et pas d'aujourd'hui, c'est une figure qui a depuis très longtemps est connue, en tout cas quand on s'intéresse à ce sujet-là. Reimann, c'est celui qui arrive en bout de course avec ceux qui sont à ses côtés. Il n'est pas le seul à faire ces opérations et qui bénéficie de tout le travail qui est effectué en amont par les services de renseignement au sein des FTP MOI, par la logistique qui est incarnée notamment par Olga Bancic et d'autres. Et ça, on le retrouve dans l'ensemble des structures que les MOI vont essaimer en France. Alors, il n'y a pas tant que ça, il ne faut pas non plus exagérer l'importance numérique de ces équipes-là, mais c'est surtout quelqu'un, et à l'opposé d'une partie de ceux qui vont figurer sur ce qui va être appelé après-guerre la fiche rouge, lui est un vieux combattant. Si on prend Manouchian, ce n'est pas un vieux combattant, ce qui n'enlève rien à l'héroïsme et à l'engagement résistant de ces hommes-là. Lui est quelqu'un qui est là depuis le début de l'action armée. Et Antoine a totalement raison de rappeler la figure d'Henri Krasuki, qui est fondamentale, particulièrement chez ces jeunes juifs de Belleville, où il fait figure d'élément central. Et il y a un épisode qui a été très largement oublié, parce que Krasuki ne s'est jamais drapé là-dedans. Il a été déporté à Auschwitz et il est revenu d'Auschwitz. Et après la guerre, il demeure cette figure centrale, même si ensuite il va avoir un autre destin et qui fait disparaître, pour tous ceux qui l'ont connu dans les années 80 ou dans les années 70 médiatiquement, Krasuki, c'est un syndicaliste de la CGT, et on sait ni qu'il est rescapé d'Auschwitz, ni qu'il est résistant, alors que c'est un résistant de la première heure, et un résistant ô combien important et de première ligne. Et tout ça a disparu, et ce qui est assez étonnant dans une France d'après-guerre où la résistance participe de la construction des figures publiques, il est très rare d'avoir des gens dont la résistance a disparu. J'ai quelques cas en tête. Jean-Pierre Vernant, dont on a totalement perdu de vue, qui est compagnon de la Libération, et il devient juste un historien, et Krasuki devient juste un syndicaliste, alors que dans les deux cas, on a affaire à des figures de premier plan. Merci beaucoup. C'est important évidemment de rappeler que même si les figures les plus fameuses, notamment du groupe Manouchian, ont agi en région parisienne, il y avait un ancrage territorial plus vaste, à Grenoble, à Toulouse, à Marseille également.
vous avez évoqué l'importance de la logistique et du coup, je me retourne vers vous, Marie-Florence, pour évoquer justement le rôle de ces femmes dans les actions menées par les FTP-MOI, notamment Olga Bancic. Alors peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur qui était-elle et la présenter, et puis dire aussi quel était le rôle des femmes au moment de ces actions, parce qu'il était tout à fait central pour permettre à ces hommes combattants d'aller jusqu'au bout de leurs actes. Alors, Olga est née en 1912 en Bessarabie. Elle est devenue roumaine en 1918, quand la Bessarabie, qui est un territoire russe, a été annexée par la Roumanie fasciste. Elle a commencé à travailler très très jeune. À 12 ans, elle a participé à une grande grève de l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Et elle a été raflée par la police, elle a été rouée de coups. Et je pourrais dire que sa colère a démarré là et n'a jamais cessé. Contre le fascisme. Elle a fait de la prison plusieurs fois. Elle s'est mariée très jeune avec un militant qui, lui, se chargeait de transférer des armes en Espagne. Donc, ils ont quitté la Roumanie, lui d'abord, et elle ensuite, qui était complètement grillée. Elle avait été condamnée à 3 ans de prison à Bucarest, après avoir fait de la prison à Kishinev. Donc voilà, elle a commencé son parcours de combattante très, très jeune. Elle a eu 2 ans de bonheur en France entre 37 et 39. Sa fille, Dolores, est née en 39 et elle était au Parti communiste depuis déjà la Roumanie, bien avant d'arriver en France. Et elle est entrée en résistance extrêmement vite dans les toutes premières. Donc, son rôle, et elle était une des responsables, parce que c'est elle qui était responsable des planques des armes. Ils étaient très peu, chacun n'avait que très peu de renseignements pour limiter le risque de dénonciation dans les conditions terrifiantes où vous étiez amené à résister. Donc, elle connaissait les planques, elle était une des seules à connaître les planques des armes. C'est elle qui donnait les armes à d'autres femmes ou directement elle, avec son petit groupe. Alors, il y avait justement Marcel Reymann dans son groupe. Les femmes apportaient les armes sur les lieux prévus de l'action. Les hommes leur donnaient leurs papiers, ils partaient sans papier avec les armes. Ils faisaient l'action pour laquelle ils avaient été envoyés très très vite. Ils rejoignaient très vite Olga, leur vélo, ils rendaient les armes à Olga, ils partaient en vélo, ils récupéraient leurs papiers et ils filaient le plus vite possible. Parce que dès qu'une action avait eu lieu, évidemment, les Allemands cernaient le territoire et c'est les femmes qui étaient là avec les armes cachées dans un berceau, dans une poussette, derrière des légumes, dans un cabas, avec un air de pauvres malheureuses résignées. Comme pour les Allemands, il était inimaginable que des femmes se battent, comme des soldats. Elles étaient un peu protégées par leur apparence innocente, et c'est elles qui sortaient des armes. Elles étaient donc vraiment presque plus en danger que les hommes, puisqu'elles restaient après. Et ensuite, Olga récupérait les armes, les remettait dans les planques. Alors, elle fabriquait aussi des grenades, des bombes. Donc, elles allaient pour chercher la matière première de ces bombes artisanales. C'était donc le rôle des femmes qui étaient vraiment auprès des combattants. Il y avait d'autres femmes qui travaillaient au service de renseignement, qui donc, elles, faisaient plutôt des beaux sourires aux Allemands, traînaient aux Champs-Élysées, buvaient un verre avec eux et leur soutiraient un maximum de renseignements. C'est d'ailleurs comme ça que Julius Rittner a pu être repéré, que l'action a pu être préparée grâce aux renseignements que les femmes, les 2 grands rôles des femmes. Peut-être pour continuer un instant, Olga Bancic fait partie de ce groupe des 23 résistants arrêtés, jugés et tués, mais avec une particularité, c'est que les Allemands ne fusillent pas les femmes et ne les fusillent pas en France. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la fin d'Olga Bancic? Alors, Olga est la seule, effectivement, à ne pas avoir été fusillée au Mont-Valérien avec les camarades, à ne pas avoir pu chanter avec eux au moment de mourir. Elle était toute seule dans sa cellule. Et elle a encore été torturée pendant 3 mois parce que quelques jours après la mort des 22 camarades, la concierge d'une de ses planques
comme elle n'est pas payée du loyer, a forcé la porte, a trouvé les armes, l'a dénoncé à la gendarmerie française, qui s'est empressée de transmettre l'information. Et là, elle a eu droit à une deuxième tournée, si je puis dire, de torture, alors qu'elle avait déjà été abominablement torturée pendant des jours et des jours, tous les jours, jour et nuit, parce qu'on savait qu'elle avait quelque chose à dire et qu'elle refusait de parler. Elle a donc à nouveau été torturée après la mort des camarades, puis elle a eu la tête tranchée dans une prison en Allemagne, à Saarbrück, un petit matin, 3 mois plus tard, en mai, le 21 mai. Voilà. Merci beaucoup. On va évoquer maintenant le troisième personnage, parmi ces 23 et parmi ces autres, évidemment, étrangers engagés communistes dans la résistance, Rino Della Negra. Je me tourne vers vous, Dimitri Menassi, Jean Vigreux, je ne sais pas lequel veut peut-être commencer à le présenter, avec aussi une question. Comme on l'a dit, ce sont des groupes qui sont à la fois dans une même organisation, mais cloisonnés. Et du coup, autant en lisant les ouvrages, on se rend bien compte que Olga, Marcel se connaissaient. Est-ce que c'était le cas aussi pour Rino Della Negra, ou est-ce qu'ils ont pu se croiser? Évidemment, au moment ensuite du jugement, voilà, ils sont ensemble, une partie d'entre eux. Mais est-ce qu'auparavant, il y a ce cloisonnement, ou est-ce qu'ils ont conscience de faire partie du même groupe? Alors il y a ce cloisonnement parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. Pour Rino, c'est à partir de 1943, il est réfractaire au STO. Et puis il continue de jouer au football. Donc il a une double. Il faut dire un petit peu voilà, d'où il vient. C'est Rino Della Negra, immigré italien, né à Vimy dans le Pas-de-Calais. Le père était briquetier. Il venait du Frioul. Ils ont reconstruit le pays après la Première Guerre mondiale. N'ayant plus de travail, puisque tout était reconstruit, il se retrouve au chômage en 1926 et il arrive à Argenteuil. Argenteuil, ville de la banlieue parisienne, où il y a un quartier italien très fort, des Italiens qui sont réfugiés antifascistes, le quartier de Mazagran, qu'ils vont appeler d'ailleurs Mazagrande, et il sera socialisé dans cette ville de banlieue, alors dans l'imaginaire ouvrier, parce qu'on a aussi la culture ouvrière, et lui il est métallurgiste, il travaillera à Asnières chez Chausson. On est au cœur de cela, tout en étant un footballeur hors pair, jouant dans le club, bien sûr, d'Argenteuil, de la FSGT, club Corpo, et puis recruté au Red Star en juin 1943. Mais entre-temps, il est rentré en clandestinité en février 1943. Il refusait le STO. Il rejoint les FTP d'Argenteuil, et je dis bien les FTP avant les FTP MOI, parce qu'à Argenteuil, c'était les Italiens qui tenaient les FTP. Et celui qui commandait les FTP italiens, il est appelé en Italie, et lui, par de ses connaissances italiennes, il rejoint le 3e détachement italien des FTP MOI. Alors, il a pu rencontrer Golda, mais là, c'est des hypothèses, parce que ce n'était pas elle qui était son agent de liaison, c'était Inès Sacchetti qui remettait les armes, puisque c'était toute l'organisation des femmes qui remettait les armes. C'était la même chose qui se passait. Mais si tu veux rajouter. Alors, Anna Richter aussi, effectivement, mais c'est Inès essentiellement. Parce que j'avais une action qui présentait Rino avec Anna Richter. Oui, bien sûr. Voilà. Tu veux que je complète? D'accord. Non, en fait, il y a plusieurs éléments un peu remarquables dans le parcours de Rino et qui tranchent avec le parcours d'un certain nombre d'autres combattants. On ne lui connaît pas d'affiliation politique directe, par exemple, à Rino Della Negra. Et donc, ce qui nous a posé question et ce qui nous a un peu guidé aussi au moment de l'écriture du livre, c'est comment un jeune réfractaire au STO qui semble n'aimer que le football dans la vie se retrouve dans ce qu'on peut appeler une forme d'élite combattante de la résistance armée d'obédience communiste de la région parisienne. Ça nous semblait un peu étonnant. Et en fait, c'est pour comprendre ce cheminement, c'est tout ce qu'a expliqué Jean, en fait. C'est le background, c'est l'enfance, la jeunesse, pas n'importe où et pas n'importe quand, dans la banlieue rouge parisienne, au moment du Front populaire, au moment du développement des clubs FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail. Mais on peut penser aussi au YASC avec Marcel Reymann. C'est l'importance aussi de cette galaxie communiste ou proche du Parti communiste qui encadre par bien des biais les habitants d'un territoire. Et ce qui effectivement nous a aussi surpris et qui fait aussi nous réinterroger, mais en fait dès qu'on commence à travailler un peu sérieusement sur la résistance, on se remet à réinterroger une certaine image qu'on peut avoir de la vie clandestine, du secret, de la discrétion de ces jeunes femmes et de ces jeunes gens,
parce que vous l'avez entendu à travers la chronologie de Jean, il est réfractaire au STO en février 43. Très vite, et on pourra peut-être revenir sur ce moment de bascule, très vite il rejoint la résistance armée. Et Jean vous l'a dit, il est recruté à l'été 43 au Red Star. Et il est recruté sous son vrai nom. Et il joue sous son vrai nom. Et son vrai nom va apparaître dans la presse sportive de l'époque. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable et qui nous a beaucoup interrogés parce que Jean l'avait dit hier, en fait, on avait sa chronologie de réfractaires et de partisans, on avait sa chronologie de footballeurs amateurs, et ben on se rend compte que ça se chevauchait. Et là, on s'est dit, non, mais il y a un problème. Et en fait, non, il n'y avait pas de problème. C'était comme ça que ça pouvait aussi se passer. Et je fais un grand bond en avant, une ellipse, mais il se trouve que malgré cette imprudence, ce culot de jeunesse, appelons ça comme on veut, ou cette volonté de vivre sa vie tout simplement, Rino est un des rares à ne pas avoir été repéré précédemment par les filatures des brigades spéciales. Je m'arrête là pour l'instant. Peut-être, Jean Vigreux, rebondir avec vous sur un point qui est intéressant, c'est que leur histoire, à tous les trois et aux autres, illustre un double phénomène. Il y a à la fois des ancrages communautaires qui sont forts dans les milieux yiddish, dans les milieux italiens, mais ils ne sont pas étanches. C'est-à-dire que dans les mêmes groupes, on va trouver un espagnol antifasciste avec un italien, avec un juif d'Europe de l'Est. Autrement dit, il y a à la fois une dimension qui est une dimension identitaire depuis les années 1920, dans l'autre livre que vous avez co-signé autour de l'histoire des FTP, moi, ils vous en parlez, depuis les années 1920, les groupes de langue du PC, le fait qu'il faut qu'il y ait cet ancrage au sein d'un même groupe pour convaincre les travailleurs de cette origine, d'adhérer au parti, de militer, etc. Mais ce n'est pas totalement cloisonné. Pendant la guerre, c'est même plutôt presque un décloisonnement qui s'opère, parce qu'on va mettre des gens ensemble qui ont des compétences, des convictions, et pas simplement suivant des lignes nationales identitaires. D'abord, ils sont communistes, donc ils sont internationalistes. C'est ça qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Merci, je prends le vôtre. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ils sont internationalistes et patriotes en même temps, et c'est pas dans une logique de repli identitaire ou communautariste. Loin s'en faut. C'est pas du tout leur culture politique. Et là, ça participe d'autant plus que ce qu'il faut voir, c'est que ces groupes tombent très tôt. Il y a plusieurs filatures. On a évoqué tout à l'heure Henri Krasuki. S'il tombe dans la première filature de l'année 43, il y a une deuxième concernant le deuxième détachement qui était lié au groupe yiddishophone. Et puis, donc, il faut reconstituer les groupes en permanence. Donc, ce qui fait qu'il y a une circulation. Et chez eux, enfin, dans la logique dans laquelle ils sont pas dans une logique identitaire, loin s'en faut. Ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est aussi leur internationalisme. Et puis, concernant Rino, deux choses qu'on n'a pas dit tout à l'heure, ses copains qui étaient un peu plus âgés que lui, qui avaient 3-4 ans de plus que lui, ils étaient partis dans les brigades internationales. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi dans ce milieu et dans cette constitution d'un antifascisme de la lutte armée, l'expérience des brigades internationales, mais aussi l'héroïsation, parce que on sait par les témoignages qu'il avait un respect pour ses aînés qui étaient partis combattre en Espagne. Donc, ça se retrouve dans les combats de la résistance. Tal Brutman, Antoine Grand, FX, est-ce que vous voulez rebondir sur cette idée effectivement d'ancrage à la fois, notamment yiddishophone, avec le YASC, peut-être qu'on peut en dire un mot, mais évidemment inséré dans une sociabilité communiste plus large qui dépasse cette appartenance nationale? De fait, alors le YASC, c'est important que Dimitri l'ait rappelé, puisque le souvenir est oublié aujourd'hui, mais c'était un très grand club juif. Donc c'est le Yiddischer Arbeiter Sportive Club. Ouais, en gros. En gros. Pour traduire en français, mais c'est le club sportif des juifs de gauche. C'est pas tant exclusivement communiste qu'il y a des bundistes, il y a un peu de tout dedans. Mais c'est années 30, enfin c'est une structure qu'on retrouve dans toute l'Europe, mais c'est surtout là où on va avoir Marcel Reimann qui est un immense nageur, il passe son temps à faire de la natation et c'est un très bon nageur. Et donc ça fait partie de cette sociabilité aussi qui a été détruite par la Shoah. Et ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête, qu'il y a une vie avant-guerre, y compris à Paris, qui a disparu après-guerre tout simplement parce que les structures ont été emportées comme les personnes. Ensuite, il y a un point sur lequel je voudrais insister parce qu'il est quand même important, il a été effleuré, mais que je trouve regrettable au moment de la panthéonisation, ça a été évacué. Il n'y a pas eu j'en profite là, vu que j'ai la parole pour l'instant, il n'y a pas eu d'interrogation autour de ce qui était un étranger ou un immigré. Et ça a été abordé, mais et notamment, vous l'avez rappelé sur le changement de nom entre MOE, MOI,
main-d'œuvre étrangère, main-d'œuvre immigrée. Mais si on va prendre les deux exemples les plus évidents. Manouchian qui écrit sa lettre en français et qui cite Michel. Reymann qui est un pur titi parisien qui arrive en fait à Paris à l'âge de 2 ans et qui parle français comme n'importe quel titi parisien de Belleville. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait des étrangers? Pas vraiment. Donc toute cette réflexion-là, au moment de la panthéonisation et de ce qui a précédé, elle n'a pas été portée publiquement. Et en plus, hasard de calendrier législatif, on a la grande loi sur les étrangers. Donc il y a un truc où on colle un étranger au Panthéon, enfin 2 étrangers, Manouchian et Mélinet, rattrapé en dernière minute, mais pour l'instant, c'est rattrapé en dernière minute. Si. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Après, vous prendrez la parole. Rattrapé en dernière minute, mais on a collé 2 étrangers au Panthéon et on a évacué tout le débat d'idées autour de ce que signifiait étrangers, immigrés, réfugiés. Il y a des réfugiés qui font partie des 23. Voilà, donc tous ces questionnements qui sont au cœur de sujets qui sont très importants en France de nos jours, comme dans les années 30. Et en plus, les années 30, il y a le raidissement xénophobe avec les décrets-lois d'Aladier en 38. Donc on avait un effet miroir parfait. Et tout ça a été très largement évacué. Alors que ça aurait pu être l'occasion, y compris, je ne parle même plus du politique, mais intellectuellement, d'interroger tout ça. Ça n'a pas été interrogé. On a célébré, mais on n'a pas questionné ces notions-là. D'accord, c'est complètement faux, mais manque de bol, c'est moi qui parle, et la prochaine fois, vous serez invité à ma place. Et pour... Ben, c'est pas de bol, mais pour le coup, si vous trouvez un grand débat autour de la notion d'étranger qui aurait eu lieu dans les 2 derniers mois... Ah, c'est pour plus tard, c'est pour après. Donc les trucs pour après, merci, Madame Irma. Donc on a les gens qui connaissent l'avenir. Moi, je suis historien, je parle de ce qui s'est passé. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu un grand débat autour de la notion d'étranger, d'immigrés, de réfugiés, tout ça. Donc, en l'état, moi, je parle de ce que je sais. Vous savez mieux que moi, bravo. Mais ça, on n'y a pas eu droit. Donc ça aussi, ça pose des questions sur le geste de panthéoniser. Qu'est-ce que ça veut dire panthéoniser? Qu'est-ce qui a été panthéonisé? Donc voilà, ça c'est le champ qui aurait pu être abordé et politiquement, sur le fond qu'on connaît aujourd'hui avec les européennes qui approchent en plus, si on fait de la politique, ou historiquement sur les questions liées à la xénophobie en France, au rapport à l'immigration en France, et qui avant la Seconde Guerre mondiale est déjà un enjeu, et un sujet profondément important. Pardon ? Oui, y compris dans le mouvement ouvrier, et qui rejaillit sur le devant de la scène depuis, on va dire, une 50aine d'années dans la France contemporaine de la Ve République. Oui. On aura, j'espère, le temps de revenir un petit peu sur les enjeux commémoratifs, parce que c'est un des aspects, mais il y en a d'autres peut-être à évoquer. Si on reprend cet axe de lecture, être étranger, mais en même temps intégrer une sociabilité communiste, et en même temps combattre de façon patriotique, ou combattre avec aussi un vocabulaire patriotique, avec tout ça qui s'articule différemment suivant les individus. Peut-être je me retourne vers vous un instant pour reparler d'Olga Bancic, qui est donc cette juive roumaine, mais pour qui la France a été d'abord un lieu de salut, en quelque sorte, pour échapper aux persécutions dans son propre pays. Absolument. Et du coup pour retrouver aussi un réseau d'appui, de soutien, avec un parti communiste implanté et organisé, certes ensuite en difficulté à la fin des années 30 et sous l'occupation, mais c'est une étrangère, mais en même temps qui est un peu comme un poisson dans l'eau au sein d'un mouvement communiste qui lui permet d'exister en France. Elle n'est pas une étrangère, elle n'est même pas une juive. D'origine, elle s'appelait Golda, elle a choisi de s'appeler Olga, un nom moins marqué, comme Anna Poker, qui s'appelait Anna H-A-2-N-A-H, avait choisi de s'appeler Anna A-N-A, elle qui a donné son nom à une brigade internationale antifranquiste. Donc, ce sont des femmes qui considéraient que le problème de la femme, le problème des juifs, tous ces particularismes n'auraient plus aucune valeur conflictuelle quand enfin arriverait l'heure du communisme, du vrai communisme, où on serait tous égaux, femmes, hommes, étrangers, quelle que soit sa nationalité. D'ailleurs, nationalité, ça ne voulait rien dire pour elle. Elle était née russe, elle était devenue roumaine. Elle se sentait, alors, quand elle était en prison, son mari lui apportait
parce qu'il était un peu poète, son mari assez maladroit, mais il lui apportait Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. C'est pas très maladroit, ça. Non, non, il était maladroit quand il fallait tirer, hein, mais il tirait très mal. Mais il était poète, comme Manoukian d'ailleurs, et elle a complété sa formation politique en lisant Zola, Jaurès, les grands auteurs français. La France incarnait vraiment les droits de l'homme, la liberté. Et elle était, oui, cet internationalisme dont vous parlez, c'était vraiment primordial et ça balayait toutes les différences. Alors, vous venez de parler de son mari, Olga Mancic. Le titre de votre livre, d'ailleurs, c'est Une jeune mère dans la résistance. C'est important aussi parce que c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de familles à l'époque, et en particulier quand on est engagé dans, soit persécuté, soit engagé dans la clandestinité, il faut mettre les enfants à l'abri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Qu'est-ce qui lui a permis de concilier, en partie en tout cas, engagement résistant et puis vie personnelle? Concilier, disons que ça a été très, très, très douloureux. Sa fille est donc née en 1939. En 1941, son mari a été raflé, il a été emprisonné, il s'est évadé. À partir de là, ils rentraient dans la clandestinité et c'était beaucoup trop dangereux de vivre ensemble et beaucoup trop dangereux pour leur enfant. Donc c'est vraiment l'organisation du parti qui leur a trouvé une famille d'accueil, une ferme à 30 km de Paris. Et les deux époux ont dû se séparer. Alexandre Jarre Pascou vivait dans une cache. Olga elle-même ne savait pas où il vivait. Et réciproquement, il ne savait pas où était sa femme. Et ils se retrouvaient le dimanche à la ferme, et encore pas tous les dimanches, quand ils pouvaient. Ils se retrouvaient à la ferme autour de leur fille, avec laquelle ils pouvaient passer quelques heures. Et ils ont vécu dans ces conditions. Elle n'a pas revu sa fille. Enfin, elle n'a pas revu sa fille après l'arrestation. Et elle lui a écrit une lettre qu'on pourra lire éventuellement, qui est très émouvante, comme la lettre que Manoukian a écrite à Mélinée, une lettre où elle dit au revoir à cette petite fille qui a maintenant 4 ans, hein, puisque la guerre, elle a été cachée à partir de 41, mi-41, après l'évasion de son mari de la prison dans des conditions assez extraordinaires. Alors tous les 6, vous avez travaillé donc sur ces personnages extraordinaires, justement, sur ces personnages très singuliers. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est des ouvrages, vous le verrez tout à l'heure, hein, on fera un moment de signature autour des livres, des ouvrages très différents les uns des autres, avec des choix différents. Et du coup, je vais me tourner vers FX, qui a pour l'instant choisi de peu parler à ce micro. Mais ce serait intéressant d'entendre sur les choix, et les choix graphiques, et les choix de dessin. En lisant la BD, j'étais frappé par le fait que chaque séquence est rythmée par une palette de couleurs différentes. Voilà. Donc comment vous avez imaginé la façon de raconter cette histoire de Marcel Reimann? Alors déjà, on l'a imaginé tous les trois, hein, même si je m'occupe de la partie graphique. L'idée, c'était, tout de suite, on a découpé l'histoire en chapitres. Et l'idée, c'était de prendre quelques dates importantes, quoi, et que chaque bichromie choisie pour chaque chapitre corresponde à ce qui est raconté. Alors, avec plus ou moins d'évidence. Mais pour prendre une évidence, c'est les attentats sont en rouge vif, par exemple, avec toujours une base de noir et du rouge. Donc là, j'ai été un petit peu premier degré. Et sinon, pour l'ensemble des choix graphiques, en dehors du fait que c'est ma patte, donc c'est une patte qu'on appelle franco-belge, même si ça ne veut plus dire grand-chose, mais en tout cas qui est héritée de vraiment des séries style Spirou, toute cette école. Et justement, l'idée, c'était de ne pas être trop photographique et de ne pas être trop précis dans la proposition graphique, de manière à ce qu'on parle plus d'une évocation que d'un document historique ultra précis. Et ça a été le cas aussi dans ce qui est raconté, c'est-à-dire qu'à part quelques dates, et les faits quand même qui sont plus ou moins recoupés quand même, vous les avez recoupés, hein. Voilà, l'ensemble ne se veut pas un document ultra précis de tout ce qui s'est passé. On voulait vraiment parler de la jeunesse, des premiers résistants et de la jeunesse qui se lance dans tout ça, quoi.
Et des discussions entre eux, parce que c'est une BD où on parle beaucoup, on agit, hein, il y a des coups de feu, et il y a un côté cartoon aussi, hein, c'est-à-dire c'est un Rayman presque super-héros qui tire, voilà, il est presque invulnérable dans ces moments-là, dans ces vignettes-là, mais c'est aussi une BD où on discute beaucoup, il y a ces discussions notamment avec Krasuki, hein, on voit l'importance qu'a la parole et le fait que c'est des gens portés par des convictions, et qu'en même temps, Rayman, c'est très intéressant, au début il parle trop fort, il risque de se faire repérer, il dit il faut des armes, et puis on lui dit attention, il y a tout le monde qui te regarde, qui t'écoute, c'est important pour vous de retranscrire ces moments partagés entre eux. Oui, ça rejoint tout ce qui est dit, hein, c'est que la vie continue. Hein, donc, on continue à aller à la piscine, à aller manger au resto où on va manger tous les midis. Ouais, on avait aussi envie de raconter ça, que malgré ces faits qui, rétrospectivement, deviennent des faits historiques et héroïques, etc., c'est pas du tout vécu comme ça par les protagonistes, quoi. Il y a aussi dans votre livre la traque par les brigades spéciales. Et donc, aussi bien vous que Tal, Antoine peut-être, comment vous avez choisi de les représenter? C'est souvent dans des pièces obscures, c'est souvent des policiers sans visage. C'était une volonté de votre part? Alors, c'est une volonté, oui. Après, on n'a pas vraiment de copyright sur les idées, parce qu'à chaque fois qu'on a travaillé tous les trois, voilà, ça fuse dans tous les sens. Et après, ça se met en application, en effet, graphique et de mise en scène. Mais c'est vrai que très vite est apparue l'idée de faire de tout aussi bien des nazis que de la police française, etc., une espèce d'agglomérat de hachures un peu indissociable. Parce que ce qui nous intéressait, c'était vraiment nos personnages, nos jeunes gens, quoi. Et donc tout le reste, à partir du moment où on reconnaît la silhouette d'un bon vieux képi, d'un casque ou d'un gros flic, je ne sais pas pourquoi je les imagine gros à cette époque-là, mais les restrictions alimentaires, pourtant, enfin bref. Et donc ouais, tous ces gens-là, à part de temps en temps une petite cravate ou une paire de bretelles, c'est un gros tas de hachures. Voilà. Moi, je crois qu'il faut aussi rappeler que cette bande dessinée, c'est la commande qui nous a été passée par un lieu, le Mont Valérien. Et que le parcours de Marcel Reymann, on l'a aussi choisi, et c'était avant que se précisent les contours de l'entrée au Panthéon, de Missac et Méliné. On a fait le choix de prendre un individu fusillé au Mont Valérien avec une identité complexe. Parce que le Mont Valérien est un lieu des identités complexes qui a bien souvent, et je pense qu'on en reparlera, été réduit dans une recherche d'unicité, tant dans un récit communiste autour du Parti des Fusillés, où il fallait que ces internationalistes, dans les années 60, ne soient plus tant que ça des internationalistes, mais avant tout des patriotes. D'ailleurs, cette stèle dans la clairière du Mont Valérien les présente exclusivement comme des patriotes. Avec un chiffre qui est exagéré, qui vient noyer la compréhension fine de chacune des identités. Donc c'est pour ça que quand on est allé chercher le parcours de Marcel Reymann, qui nous permettait de croiser ses engagements internationalistes, ouvriers, ce militantisme, cette vie populaire de Paris, on a fait ce choix de représenter avant toute chose l'individu qui était le sujet de la bande dessinée. Et de ne pas tomber dans le recours à des imageries habituelles, connues autour de cette question. Il n'y a pas une croix gammée dans la bande dessinée. On ne représente pas l'affiche rouge. On représente l'histoire de ceux qui sont sur l'affiche rouge. On ne reprend pas les codes de la propagande nazie. Et donc c'est pour ça que cette zone d'ombre, que ce soit les brigades spéciales, que ce soit les tortures à la préfecture de police, que ce soit les nazis à Paris, sont quasiment en contre-champ de chacune des vignettes, parce que ce que nous avons voulu suivre, c'est le parcours d'un jeune combattant qui, et cela a été dit, vient s'irriguer, on le retrouve dans la bande dessinée. C'est-à-dire que plutôt qu'une didascalie un petit peu importante disant des combattants s'étant engagés dans la guerre d'Espagne ou en Palestine contre le protectorat britannique se retrouvent avec de jeunes militants communistes non aguerris aux armes, ben, la bande dessinée, comme c'est un dialogue, enfin c'est un langage en tant que tel, on a préféré qu'FX le dessine et le mettre, comme vous l'avez dit, en dialogue, en discussion, plutôt qu'en rubrique historique. Autre choix d'écriture, le livre de Marie-Florence Herrette sur Olga Bancic. Vous avez fait un livre qui est un livre que je trouve
accessible, lisible. C'est pas un livre érudit avec de nombreuses notes de bas de page, c'est un autre format. Il m'a semblé d'ailleurs que c'est un livre qui peut être lu, y compris par des jeunes gens, hein, que c'est aussi ce que vous vouliez, voilà, ce que vous vouliez faire, vous vouliez transmettre, et donc vous adoptez un mode d'écriture qui nous met côte à côte, en quelque sorte, avec Olga. Quels ont été vos choix d'écriture pour ce livre? Alors, je l'ai écrit un peu comme un roman et un roman d'action. Des actions, j'en avais, mais en étant très proche des personnages, comme la toute petite séquence que je vous ai lue, où on voit vraiment Marcel Reymann en action. Tout le livre est très très proche des personnages et je me suis attachée à nous faire voir, partager, être émue par les personnages. Alors, contrairement à ce que vous venez de dire, moi j'ai eu le sentiment que pour Olga, la vie ne continuait pas. La vie ne continuait pas parce que d'abord, Olga, elle, était très disciplinée par rapport au parti. Contrairement, par exemple, à Missak, qui va continuer à faire des fêtes, des réunions, des repas. D'ailleurs, ça va être l'occasion d'engager 4-5 Arméniens dans la bande qui vont le suivre. Olga respecte strictement les règles de clandestinité. Et c'est à peine si elle ose entrer dans un café pour boire un verre d'eau ou pour aller pisser. Et elle passe un temps énorme dans les rues à attendre l'heure, attendre les actions, attendre. Elle est séparée de son mari, elle est séparée de sa fille. Non, la vie ne continue pas pour elle. Je ne dirais pas que c'est parce que c'est une femme, je dirais à cause des conditions un peu particulières. Je sais moins bien ce qu'il en était pour Alexandre Jarre, mais pour elle, en tout cas, voilà. Et j'ai essayé d'être effectivement à la fois dans une écriture très, très liquide, enfin très directe, et en même temps, j'ai essayé d'évoquer vraiment chacun. Et par exemple, les exécutions, on les suit à la minute près. C'est-à-dire que toutes ces 12h54, c'est un tel qui sont fusillés. 3 minutes plus tard, c'est un tel. Ensuite, et j'ai voulu rendre hommage, oui, hommage, à chacun d'entre eux, un par un, avec une très grande précision. Donc j'ai fait aussi un travail de documentation, même si ça a les apparences d'un roman, et si ça essaye d'être lu avec autant de facilité qu'un roman, ça a une très grande rigueur documentaire. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Jean Vigreux, Dimitri Maïssis. Vous avez fait 2 livres récents sur le sujet, un sur Rino Della Negra et puis un plus général. C'est quoi les défis d'écriture pour parler d'un personnage par rapport au fait de parler d'un groupe? C'est pas tout à fait le même type d'enquête, le même type de source, la même façon de penser l'écriture historique. Oui, bah, c'est vrai que nous, clairement, contrairement à ceux qui nous ont précédés, on a écrit le livre chiant quoi, de la soirée. Voilà. Nous, il y a des notes de bas de page. Nous, voilà, c'est bon, c'est un peu plus laborieux. Mais il faut comprendre pourquoi en fait on en est venu à écrire de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon, la manière un peu classique qu'ont les historiens, bien que voilà, une manière académique, scientifique, mais sur laquelle moi, à titre personnel, je me réinterroge depuis quelques mois, quelques années, où je pense qu'on a un gros travail de style à mener. Bref, mais ça c'est une autre réflexion. Mais pourquoi on l'a fait comme ça? C'est parce que comment est né le livre? En fait, le livre, il est né d'une rencontre avec une figure iconique de supporter de football. C'est comme ça que ce livre, il est créé. C'est on est face à un objet qui est déjà qui est une icône, une légende, un mythe, et où chacun peut dire tout et son contraire dessus. On a des gens qui nous le présentent comme « Ah ouais, mais il a même joué en équipe de France, il était international, il a même fait les brigades internationales. » Bon, on l'a entendu encore récemment. D'autres qui nous disent au contraire qu'il n'a jamais joué au Red Star, c'est des légendes, c'est des supporters d'extrême gauche qui véhiculent cette rumeur, il n'a jamais vraiment joué, etc. Donc nous, en fait, on est confronté à une exigence à apporter pour le premier ouvrage qui va être écrit sur ce personnage-là. On n'a pas droit à l'erreur, quoi. On n'a pas droit à l'erreur, il faut qu'on soit rigoureux. Et peut-être que le style s'en ressent un peu, mais en tout cas, on a voulu travailler à partir de multiples sources pour essayer de reconstituer, mais c'est comme pour Reymann ou d'autres, des vies très brèves.
des vies très très brèves et donc qui laissent, et puis en plus des gens issus de milieux populaires, immigrés ou d'origine immigrée, et où les sources sont pas forcément toujours abondantes ou telles qu'on aimerait qu'elles le soient. Et donc voilà pourquoi on a eu ce parti pris. Et c'est vrai qu'ensuite, nous on a donc, là encore je fais un peu la jeunesse du deuxième cette fois, puisque vous m'interrogiez aussi sur le deuxième, on est passé effectivement un petit peu du particulier au collectif, même si il y a toujours cette dialectique entre les deux dans ce qu'on fait. C'est parce que là aussi, notre éditeur nous avait sollicité au moment de Rhino, parce que notre éditeur Libertalia avait la volonté de marquer le coup pour les 80 ans. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de panthéonisation. Et donc, quand on a commencé nos recherches et notre écriture sur cette histoire de la MOI, c'est-à-dire dans FTP MOI, il y a MOI, et nous, on voulait montrer que la MOI existait avant la guerre, pendant et après la guerre, et pas seulement en région parisienne. Et donc, on a commencé à écrire là-dessus sans avoir du tout les enjeux d'une éventuelle panthéonisation à venir, parce qu'on n'en savait rien à ce moment-là. Après, on l'a su, et donc on a essayé d'intégrer quelques éléments de réflexion là-dessus dans le livre. Mais voilà, après, c'est essayer effectivement de jouer d'une balance et d'une dialectique entre le collectif et l'individuel, tout en étant soucieux d'avoir des moments quand même d'incarnation d'un récit dans lequel les lectrices et les lecteurs puissent prendre, malgré le sujet, du plaisir à la lecture, parce que c'est quand même quelque chose qui compte pour nous quand on écrit. C'est d'abord nous faire plaisir à nous en tant qu'écrivains, parce qu'on est historien, mais on est aussi des écrivains quand même, et on pense aussi aux lecteurs. Jean Vigreux. Non, mais juste un mot, parce qu'il a tout dit. Donc, s'il a même très bien dit, donc je vais être feignant. C'est parti de quoi cette histoire? C'est venu d'un séminaire qu'on faisait à Dijon il y a quelques années, parce que Dimitri était en thèse sous ma direction, et il vient avec l'écharpe Tribune Rhino della Negra au séminaire. Donc, on parle de Rhino. Moi, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est le point de départ. Et le soir, comme tout historien, je vais reprendre le Métron des fusillés et je regarde la notice qu'il y a sur Rhino della Negra. Il y en a une demi-page globalement, donc très peu de choses, 5 actions repérées et tout. Et comme je suis un vilain directeur de thèse, je lui dis bah, écoute, tu dois terminer ta thèse, mais je te propose qu'on fasse un livre là-dessus. Donc on signe un contrat chez Fayard. Et puis arrive le Covid. Donc, heureusement, Fayard se désengage. Maintenant, je suis très content que ce soit désengagé de chez Fayard. Mais au-delà de ça, Libertalia saute dessus, il nous dit bah non, non, on veut, c'est pour notre maison parce qu'on a une identité. Et puis, on l'assume aussi, parce que écrire sur l'antifascisme, c'est quand même important, me semble-t-il, en ce moment. Voilà. Donc, c'est parti comme ça, mais l'idée, c'était quand même, comme c'était un ouvrage d'histoire, qu'il y ait une administration de la preuve. Et croiser toutes les sources inimaginables et possibles. Les archives du Parti communiste, les archives du Comintern, les archives qu'on connaît un peu, puisque quand même on les a mises en ligne maintenant depuis quelques années à Dijon sur le site de la MSH. Mais au-delà de ça, d'aller voir les archives du SHD, d'aller voir les archives de la préfecture de police, d'aller voir les archives des victimes de guerre, et puis un fonds d'archives qui a été essentiel pour nous, celui de la famille. Parce que la maman de Rhino della Negra, elle a perdu son fils aîné, 20 ans, etc. Elle a constitué un dossier pour obtenir des reconnaissances après-guerre. N'oublions pas qu'il y a la guerre froide, qu'il y a quand même des tracasseries administratives sans cesse pour des communistes pour obtenir certaines choses, etc. Et donc, elle avait constitué un dossier important et des photos. Et puis surtout, elle avait gardé les licences de foot, elle avait gardé les photos du club, elle avait gardé... Donc pour nous, ça a été... si on n'avait pas certaines sources, comme ça a été dit, puisqu'il y a le côté invisible des milieux populaires, etc., on a pu, par cet aspect-là, trouver d'autres registres. Voilà un petit peu la genèse. Avec un paradoxe aussi, quand on travaille sur ces figures qui ont fait l'objet d'arrestations, de jugements, d'exécutions, qui est qu'on est aussi très tributaire des sources des persécuteurs. Et du coup, il y a un équilibre à trouver, restituer la vie de quelqu'un, mais en même temps... j'ai envie de dire avec l'œil du bourreau, c'est compliqué aussi d'avoir cette dimension-là, parce que c'est des documents extrêmement importants, et en même temps, on ne peut pas s'y enfermer.
Alors, juste un mot, mais on l'a dit tout à l'heure, l'œil du bourreau, sauf que les bourreaux, Rhino, ils ne l'avaient pas dans leur radar. Il était hors filet, il était hors des défilatures. Quand on reprend, et on l'a reproduite, l'affiche DBS, puisqu'il arrêtait en même temps que Vichitz, au moment de l'action qu'il menait contre les convoyeurs de fonds rue Lafayette à 13h30 le 12 novembre 1943, eh bien, les fiches de police les concernant, il n'y a rien sur Rhino. Il y a juste réfractaire au STO, porteur d'une fausse carte d'identité, d'un revolver, parce que c'est au moment où il y a l'attaque, vol de vélo, et l'attaque là qu'il vient de faire. C'est tout. Et lui, il ne reconnaît que ça dans les interrogatoires, contrairement à ce qu'on a pu lire dans Le Point ou l'Express ces derniers temps en disant ils ont beaucoup parlé. Oui, Vichitz a beaucoup parlé, mais de toute façon, les brigades spéciales savaient tout et lui disaient voilà, vous avez fait ça. Tandis que pour Rhino, ils n'avaient pas à lui dire vous avez fait ça. Bon, déjà, il était blessé, il est passé aussi dans les mains du Zippo SD avant de se retrouver dans les mains des BS et il était à l'hôpital. Mais dans ses fiches, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, à la fois, il y a l'œil du bourreau, je suis d'accord avec vous, mais le concernant lui, il n'y avait pas cet effet-là. Voilà. Si ce n'est que c'était un pauvre paumé qui a été payé par les communistes il voulait jouer au football, donc il touchait sa solde de francs-tireurs et partisans pour pouvoir continuer de jouer au football. Voilà. Mais ça, c'est la propagande. Oui, quand on lit les fiches justement de la police française, quand ils disent qu'elle a fini par reconnaître qu'elle s'appelait Olga Banchik, avec beaucoup de réticence, comme on connaît quand même un peu le contexte, on peut traduire le « avec beaucoup de réticence », on sait ce que ça veut dire, quoi. Peut-être pour une dernière série de questions, on va évoquer justement l'inscription de vos ouvrages dans un moment commémoratif, même si ce n'était pas forcément prévu au départ, mais c'est aussi ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas s'il y en a qui étaient au Panthéon le 21 février dernier, ou si vous étiez devant la télévision, ou si vous étiez... voilà, comment vous avez vécu ce moment et comment c'est entré en résonance avec votre travail, Jean Vigreux, peut-être Au moment de la panthéonisation, j'ai eu la chance d'être invité. C'est dommage parce que Dimitri n'était pas, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu plein de bugs dans ces invitations. Il y a des gens que je pensais voir qui n'y étaient pas, il y a des gens que je ne pensais pas voir et qui y étaient. En plus, 4 ans devant vous, quand vous avez les épaules refaites de Bardella, ça fait bizarre. Mais peu importe. En tout cas, ils n'avaient pas leur place. Ils n'avaient pas leur place. Comment ils ont été fondés, par qui ils ont été fondés en 1972, d'anciens Waffen-SS, d'anciens miliciens, d'anciens collaborateurs, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, on continue sur les enjeux de la panthéonisation. Alors oui, il y a un couple qui arrive, mais il y a quand même les noms des autres, et surtout il y a le nom de Joseph Epstein. Je trouve ça c'est fondamental, puisque lui aussi, immigré, étranger, enfin on peut revenir juif étranger, tous les enjeux des brigades internationales, communistes, etc. Mais c'est le chef des FTP de la région parisienne. Et ce n'est pas simplement les FTP MOI, mais c'est aussi pour montrer que ces FTP MOI étaient rattachés aux FTP et qu'il y avait tout un organigramme qu'il fallait suivre de cette résistance. Alors de ce point de vue-là, oui, moi j'ai trouvé ça satisfaisant sur plein d'aspects, puisqu'il y avait les autres noms qui apparaissaient, mais en même temps, il y avait cette loi immigration. Et c'est des choses, on l'a dit à plusieurs moments, à plusieurs entretiens, à plusieurs, comment dirais-je, sollicitations qu'on a eues avec Dimitri, on l'a mis aussi dans le dernier livre. On l'avait dit dans l'émission de France 2, là, le 13-15, etc. Puis ça a un petit peu disparu. Bon, bah, c'est dommage, c'est dans les rushs. Mais on pourra le vérifier dans les rushs. Dimitri ? Ouais, donc moi j'étais devant ma télé, si ça vous intéresse, sur un canapé très confortable par ailleurs. J'avais bu un coup quand même, parce que je n'ai pas été invité. Si je l'avais été, j'y serais pas allé, pour diverses raisons qui vous ennuieraient si je les développe. Mais en tout cas, en tant qu'historien, je me suis retenu à faire mon boulot. C'est-à-dire que j'ai vu un moment de mémoire, un moment de commémoration, et les moments de mémoire et de commémoration, bah, autant s'en servir comme une opportunité pour faire de l'histoire. Voilà. Au milieu
au milieu d'une grande confusion, mais en même temps, la confusion est quelque part consubstantielle au moment de commémoration et de mémoire, plus ou moins, bien sûr. Et après, il appartient à chacun d'entre nous, sur un plan politique, de nous faire notre opinion sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, j'ai un regard extrêmement critique sur ce qui s'est passé. J'ai un regard extrêmement critique sur le fait que 2 résistants communistes aient été transportés au Panthéon sur les épaules de légionnaires et de gendarmes. Mais voilà, ça c'est mon avis à moi qui vous intéresse absolument pas. Mais en revanche, en tant qu'historien, ce que j'ai fait, bah, c'est un livre avec un autre historien et un livre qui était effectivement dans la continuité aussi du travail sur Rhino, et ça nous a donné l'occasion de reparler de Rhino. Et en fait, si ces moments-là peuvent être si ces moments-là, allez, je vais le dire. Si ceux qui nous gouvernent et qui ne lisent pas de livres peuvent donner envie à d'autres de lire des livres sur le sujet, ce ne sera pas la moins aimable de leurs contradictions. Voilà. Alors, moi, je vais dire que Olga Bancic, en fait, j'ai écrit ce livre en 2015 et il a été réédité en 2022. Ce travail n'avait aucun rapport avec la panthéonisation. Je n'y suis pas allée. J'étais occupée à terminer un livre sur Anne Frank qui va sortir là au mois de mai. Donc, à continuer mon travail, je dirais. Je n'y suis pas allée parce que je me trouvais en trop mauvaise compagnie. Je ne souhaitais donc pas y être. J'étais d'un côté quand même assez satisfaite que soit reconnu ceux qui s'étaient battus contre le nazisme. Je trouvais que l'effet couple, c'est gentil, mais ériger Mélina comme une résistante, Mélinée, pardon, comme une résistante, je respecte absolument Mélinée, mais voilà, il y a quelque chose de familialiste et de bien-pensant qui me gêne un peu. Heureusement qu'ils ont quand même mis les noms des autres condamnés. Heureusement qu'ils ont évoqué le fait que j'aime pas l'héroïsation, en fait. Et je trouve que c'est important de se souvenir que ce sont des hommes et des femmes ensemble. Antoine Croix. Il y a quelque chose qu'on n'a pas assez commenté et à côté duquel les médias et différents commentateurs sont largement passés à l'occasion de cette entrée au Panthéon. C'est ce qui s'est passé au Mont-Valérien. Et je crois que s'il y a un élément essentiel dans nos mémoires collectives sur ce qui s'est déroulé ces dernières semaines, c'est une remise à son juste niveau d'un espace du Mont Valérien qui est le cœur historique et qui est pour nous le point de départ et l'arrivée de ce projet de bande dessinée et des parcours des fusillés, qui est la clairière des fusillés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mont Valérien, depuis 1960, vous avez un mémorial de la France combattante dans lequel reposaient 16 dépouilles, aujourd'hui 17, depuis la disparition du dernier des compagnons de la Libération. Sur ces 17 dépouilles auxquelles le chef de l'État rend hommage tous les 18 juin depuis 1960, vous n'avez parmi eux pas un seul fusillé du Mont Valérien, alors que vous êtes à 45 mètres de la clairière des fusillés. Vous n'avez pas un seul communiste. Vous n'avez que 2 résistants, Bertolt Brecht et René Lévy. Vous n'avez aucun lien entre l'histoire de ce lieu d'exécution et la geste commémorative. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il s'est passé que le 18 juin dernier, j'avais la chance de guider le chef de l'État quand il s'est rendu dans la clairière. C'est le jour où il a annoncé sa décision de faire entrer au Panthéon Missac accompagné de Méliné. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, un chef de l'État, sur une journée nationale commémorative qui est celle du 18 juin, repositionner les fusillés, et pas uniquement les MOI, et pas uniquement les MOI. C'est pour ça qu'il faut élargir cette focale. Repositionner l'histoire des fusillés de ce lieu à leur juste niveau, c'est-à-dire le cœur historique du Mont Valérien.
Ce qui n'a pas été fait parce que et c'est ce que fait le président de la République au Panthéon le 21 février dernier, quand on fait de la mémoire, et Annette Viviorca a beaucoup écrit dessus, on parle au présent davantage qu'au passé. Et quand le général de Gaulle, en 1960, fait le mémorial de la France combattante, il ne fait pas de l'histoire, il parle de la guerre d'Algérie. Et c'est le discours de l'unicité. Quand il fait une stèle dans une clairière qui va dans le sens du récit communiste du parti des fusillés, après leur avoir dit que pour déposer des gerbes sur cette stèle, il faut qu'il passe sous une croix de Lorraine en grès rose des Vosges qui fait 12 mètres de haut, il faut le faire, il faut s'appeler De Gaulle quand même pour faire ça. Eh ben, il ne fait pas de l'histoire. Il fait à peine de la commémoration. Il fait de la politique. Et donc, ce qui s'est déroulé à cet endroit-là, c'est que au Mont Valérien aujourd'hui, l'histoire des fusillés s'écrit davantage en majesté qu'elle ne l'a jamais été. Je vois Jeanne qui est ici grâce au travail des collègues du Mont Valérien, grâce à un certain nombre de projets. Grâce et en ces murs, on ne peut pas dissocier la mémoire des fusillés, a fortiori juifs, communistes, étrangers ou immigrés. En ces murs, c'est Serge Klarsfeld, le premier à établir une liste de noms précise, disant que quand on fusille un juif, communiste, étranger, enlevé de Drancy comme otage pour le fusiller le 15 décembre 1941 dans la clairière du Mont Valérien, on est dans l'identité complexe. Et je crois que c'est, pour revenir quand même au point de départ de cette rencontre, ce qu'on a voulu faire de par cette bande dessinée, mais le travail que vous avez conduit aussi, Jean-Dimitri, je suis désolé madame, je ne connais pas votre ouvrage sur Olga, c'est retrouver cette complexité. Et je pense qu'on ne fait bonne mémoire que quand on illustre la complexité et pas quand on érige un nouveau symbole un peu hiératique qui vient cacher la forêt. Ça me paraît être un très bon mot de la fin. Je vais vous remercier une nouvelle fois tous les 6 pour cette discussion qui prouve, à mon avis, qu'on peut à la fois faire de la très bonne histoire et de la très bonne diffusion de l'histoire sous différentes formes, BD, récits, livres académiques, etc., sans renier aucune conviction, d'autant plus importante que, évidemment, ces actes nous parlent d'urgence antifasciste qui continue à nous interpeller. Merci encore. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? D'habitude, on a les questions après la séance. Là, on a les questions pendant la séance. Mais on a encore le temps pour quelques questions maintenant. Le mot de la fin. Je crois avoir donné mon sentiment en disant que je ne comprenais pas. Alors, je suis désolé, la plaque des 23, enfin, plus Epstein, mais on ne panthéonise pas une plaque, on panthéonise des corps. Donc ça, vous pouvez le retourner dans tous les sens. Ceux qui ont été panthéonisés, ils s'appellent Missak et Méliné. La plaque s'est rattrapée, désolé pour vous, à l'arrache pour mettre... Oui, c'est tout. Mais on vient de me poser une question. Mais vous savez quoi? Vous écrivez au mémorial pour dire qu'il ne faut plus m'inviter. Voilà. Et on verra. Donc... il y a la panthéonisation de Méliné et Missak, et ça s'inscrit dans un mouvement plus large. Mais ça s'inscrit dans un mouvement plus large où, depuis quelques années, on se demande quel est le geste politique des panthéonisations. Je ne parle pas juste de celle-là, mais qu'est-ce qui est injecté par le pouvoir politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, quand il procède à une panthéonisation. Si on regarde dans le passé, il y avait une volonté de porter un message politique, ce qui a été le cas de nombreuses panthéonisations qui ont rythmé les républiques successives, alors que là, on a une accélération des panthéonisations. Et en même temps, le message politique qui porte ces panthéonisations, lui, est relativement déficient. Et c'est là, pour répondre à votre question par rapport à cette panthéonisation-là, pas tant juste celle-là, mais c'est la séquence de panthéonisation qui veut venir combler d'une certaine façon des symboles très rapidement. Donc on fait rentrer, et elles ont toute leur place, des femmes liées à la Seconde Guerre mondiale avec Jean Zay, et ça fait un paquet, et comme ça vient clôturer une question qui avait été oubliée. Voilà, c'est à chaque fois un truc qui est fait, et politiquement,
l'engagement est minimal. On a des magnifiques discours, les discours, il n'y a rien à redire, la scénographie, il n'y a rien à redire, mais le message politique qui est porté d'un point de vue national, lui, il est très largement déficient. Et Jean l'a rappelé tout à l'heure, je l'ai redire, c'est quand même une panthéonisation qui intervient quelques mois après l'adoption d'une loi xénophobe qui s'inscrit dans la suite des lois xénophobes d'avril-mai 38 pour aller très vite, pour simplifier les choses. Et c'est là où on a une disjonction du politique et, on va dire, du symbolique. Et ça permet donc d'interroger quelle est la volonté, quel est le message d'une panthéonisation s'il y a une telle disjonction. Voilà. Après, on peut ergoter tant qu'on veut qu'il y aura des débats qui n'ont pas encore eu lieu et qui n'auront pas lieu de toute façon, qu'il y aura des querelles politiques ou pas. On rentre dans la séquence des européennes. Le premier parti en tête des sondages pour les européennes est celui qui porte au plus haut la xénophobie. Pas forcément l'antisémitisme, c'est un autre parti qui est en train de s'en faire une spécialité. En revanche, la xénophobie, elle, est portée par ce parti-là. Et donc, ça pose énormément de questions. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?